sélectionner. Ces ressources qui restent, eh bien, on va essayer de les utiliser de manière optimale, de manière différente, afin d'essayer, bien sûr, quoi, et bien de compenser ce qu'on ne sait plus faire ou ce qu'on ne peut plus faire. Donc ça signifie que quand on s'intéresse au vieillissement et à ses effets sur le bien-être, on va s'intéresser aux ressources, mais on ne va pas uniquement s'intéresser aux ressources qu'il n'y a plus. Souvent, c'est la présentation qu'on a du vieillissement, c'est avec l'âge, on peut faire ci, on peut faire ça, la mémoire ne marche plus, il y a des choses qu'on ne peut plus faire ou moins bien faire, mais il y a surtout encore des choses qu'on peut faire, il y a encore des choses qui sont efficientes. Donc l'enjeu va être véritablement de déterminer qu'est-ce qui marche encore très bien et que l'on peut utiliser pour compenser ce qui ne marche plus. Et donc ça, c'est le principe de la sélection, optimisation et compensation. Alors, quelles sont ces différentes ressources? Donc, si on veut un petit peu schématiser, nous avons des ressources psychologiques, par exemple les ressources cognitives, la vigilance, pouvoir maintenir son attention de manière prolongée dans un environnement routinier, c'est une véritable ressource psychologique. Il y a également des ressources sociales, par exemple la famille, et ça c'est valable à tous les âges de la vie. Quand on est une trentaine d'années avec des enfants en bas âge qui ont une maladie qui ne permet pas la placement en crèche, on serait très content d'avoir la famille autour pour nous aider. C'est une ressource qu'on peut utiliser pour nous aider à soulager les difficultés de la vie. Et puis, quand on vieillit un petit peu, les enfants vieillissent aussi, les maladies infantiles aussi, heureusement. Et puis, les enfants finissent par partir, et à partir de là, on va faire face à notre situation, qui est que le niveau de dépendance de nos parents risque d'augmenter. Donc ça signifie que nous, autant avant on avait besoin de notre environnement social pour nous aider, que maintenant ça va devenir progressivement l'inverse, où on va avoir un rôle de soutien de plus en plus important à l'égard de notre environnement social pour l'aider à compenser les effets de l'âge. Donc les facteurs sociaux, et également des ressources qu'il faut pouvoir utiliser, qu'il faut identifier et qui peuvent être utiles pour compenser les effets de l'âge. Je vais vous donner un exemple qui me vient en tête, là, c'est l'exemple de mon grand-père qui avait pris l'habitude de monter sur son toit depuis toujours pour remplacer ses tuiles. Donc il le faisait très bien jusqu'à un certain âge. Et puis à un moment donné, sa femme lui dit, son enfant lui dit, écoute là, monter sur le toit comme ça, c'est possible. Au bout de ton âge, ça peut plus le faire. Donc on sentait que c'est quelque chose qu'il voulait continuer à réaliser. Donc plutôt que de le faire lui-même, la solution c'était quoi? La solution c'était qu'il décide toujours quand est-ce qu'il veut le faire, qu'il décide toujours comment le faire, qu'il puisse toujours décider quel produit il veut mettre. Sauf que ce n'est plus lui qui monte, mais c'est son fils. Et à partir de là, mon grand-père avait trouvé un moyen à la fois d'accepter une perte liée à l'âge, je ne peux plus faire comme avant, tout en utilisant une ressource sociale, lui permettant de toujours garder un minimum de contrôle sur la situation, de toujours trouver un minimum de satisfaction. Donc vous sentez peut-être poindre le fait que pour pouvoir utiliser ces ressources, ça implique aussi de reconnaître la nécessité de ces ressources. Ça implique aussi tout simplement d'accepter l'effet de l'âge. Accepter qu'on ne peut plus faire les choses comme avant. Autre facteur, le facteur physiologique, donc par exemple la force physique. Donc là, on a fait la photographie d'une personne à un moment donné de sa vie. Et à un moment donné de notre vie, nous avons tout ça en main. Nous avons toutes ces cartes. Et il faut qu'on essaie de voir comment on peut l'utiliser pour essayer de maximiser la réussite du vieillissement. Mais le vieillissement, c'est l'âge. Ça signifie que toutes ces ressources ont également une histoire. Ça veut dire qu'à toutes les étapes de la vie, là je schématisé, scolarisation, première étape, l'entrée en vie professionnelle, notre étape, la retraite, etc. Mais à toutes ces étapes de la vie, tous ces facteurs ont aussi évolué. Donc ça signifie que, bien évidemment, l'impact de ces ressources aujourd'hui sur la qualité de mon vieillissement va également dépendre de l'histoire de ces ressources. La famille peut être une ressource tout à fait utile aujourd'hui pour m'aider, mais quelle est l'histoire de mes familiales? Et en quoi cette histoire va avoir un impact aujourd'hui sur la capacité d'utiliser cette ressource?
ou sur l'efficacité de cette ressource. Alors, j'ai un petit truc là bizarre, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça signifie que donc les ressources, comme un élément important pour optimiser la capacité du vieillissement, donc ça signifie que eh bien, ces ressources, l'utilisation de ces ressources, l'efficacité de leur utilisation va dépendre d'une part du contexte et d'autre part de notre histoire individuelle. Et surtout, un élément important, c'est qu'avec l'augmentation de la vie, il va y avoir une augmentation de l'expérience. Donc ça signifie qu'avec l'expérience, on va développer ce qu'on appelle des automatismes. La conduite, on a un exemple. Hein. Si vous comparez le moment où vous appreniez à conduire et aujourd'hui, quand vous appreniez à conduire, vous étiez épuisé. Parce qu'il fallait penser à tout. Machin, truc, donc c'était coûteux. C'était fatigant pour vous. Et puis aujourd'hui, vous pouvez conduire 4 heures, 5 heures, 6 heures. Donc ça veut dire que vous avez complètement automatisé la conduite. Et ça, c'est l'expérience. C'est à force de le faire. Vous avez automatisé. Donc cette expérience, avec l'âge, va être également un élément intéressant, puisqu'en fait, elle va permettre le développement d'automatismes qui font que pour réaliser bon nombre d'activités dans la vie quotidienne, eh bien, vous avez moins besoin de vos ressources, parce que vous avez moins besoin de réfléchir de manière sérielle à ce qu'il faut faire. D'abord ça, puis ça, puis ça. Ça, c'est coûteux, en termes de ressources. Et les automatismes, produits de l'expérience, nous aident à réduire la sollicitation de ces ressources. Donc, là, je vais vous donner un petit peu des éléments généraux de réflexion. On va commencer à avancer un peu plus précisément sur les travaux qu'on peut réaliser dans ce laboratoire par rapport au vieillissement et notamment par rapport au bien-être. Donc, comment tout ceci on peut se représenter? Comment on peut décrire un petit peu cette mécanique que je viens d'évoquer avec vous? Donc, cette question-là, elle a fait l'objet d'un des travaux qu'on a publiés il y a quelques temps. Et ce travail reposait sur une première idée. Cette idée, c'est quoi? C'est que, ok, les ressources sont importantes, mais lesquelles? Parce qu'une recherche qui a pour objectif d'étudier toutes les ressources possibles et imaginables, c'est une recherche impossible. Donc, qui dit recherche impossible, dit pas de recherche. Donc, c'est pas de recherche. Donc, il est important pour nous de pouvoir identifier le nombre, les ressources les plus importantes. Quelles sont celles qui ont vraiment le poids le plus important par rapport à notre objet d'étude? Donc, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas certaines ressources qui sont particulièrement efficaces pour faire face aux événements de vie? Donc, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits sur ce sujet-là, qui se sont notamment intéressés à des personnes qui souffrent de pathologies chroniques. Et ce que ces travaux ont indiqué, c'est que lorsque l'on fait face à un stresseur chronique, ça veut dire quoi? Stresseur, vous savez, un stress, c'est un petit peu le principe, hein, d'accord? Donc stresseur, c'est quelque chose qui génère le stress, et chronique, ça veut dire qu'on vit tout le temps. Donc ça veut dire que de manière continue, dans notre existence, nous faisons face à des événements qui génèrent un stress. Mais le monde est bien fait, ce qui fait qu'avec la chronicité de ces stresseurs, il y a une évaluation du stress qui évolue. Donc, par exemple, des personnes très âgées, si vous faites un petit peu le point, le cœur, il fait un peu du dos, l'articulation, ça fait un peu mal, on fait un petit peu le point, vous dites, voilà, moi si j'ai une seule goutte à bout, je ne sais pas comment je le ferai. Donc, oui, la personne le gère relativement bien étant donné sa situation. En fait, ce que ces travaux ont indiqué, c'est que avec cette chronicité des stresseurs, il y avait quasiment une appropriation des stresseurs. C'est-à-dire que ça finissait par rentrer dans le cours de la vie. Ce qui fait que le stresseur peut être là, mais la perception, le niveau de stress perçu diminuait. C'est-à-dire qu'on finit par intégrer comme quelque chose de la vie normale, ces différents événements de vie qui, pour nous, sont normaux. Donc ces stresseurs chroniques, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, on constate que ces stresseurs chroniques, si on prend la dépression, ces stresseurs n'ont pas un effet direct sur la dépression. Dit autrement, le fait d'avoir une maladie chronique, c'est pas ça qui fait qu'on va être dépressif. Oui, c'est sûr que ça n'aide pas. Mais c'est pas en soi l'élément direct.
Ce que ces travaux ont montré, c'est qu'en fait, l'impact, l'effet sur la psychologie des personnes de ces stresseurs va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre, eh bien, de votre auto-efficacité. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous avez le sentiment que vous pourrez résoudre avec succès les problèmes qui sont les vôtres? Est-ce que vous avez le sentiment que vous pourrez en venir à bout? Bon, la question, c'est pas est-ce que vous y arrivez, c'est est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez y arriver. Ça, c'est l'auto-efficacité. L'estime de soi, donc ça, je laisserai notre grand spécialiste qui va nous en parler, hein, mais je pense que vous voyez un petit peu tous de quoi il s'agit. Et le support social, c'est ce que j'ai évoqué juste avant. Le support social, c'est par exemple, imaginez que vous devez aller à un rendez-vous médical très important. Sur qui pensez-vous pouvoir compter? Et voilà, donc je pense que moi aussi, c'est toi t'aider, mon voisin aussi, mon fils, ma fille, vous pouvez comme ça lister les personnes qui, selon vous, pourraient vous aider à ce moment-là. Peut-être pas poser une petite question, qui peut permettre, ce sont des psychologues. D'accord, mais est-ce que vous avez le sentiment que toutes ces personnes-là peuvent vous aider efficacement? C'est une chose d'être bien entouré, mais être bien entouré, c'est encore mieux. Donc ça veut dire que dans le support social, on va distinguer ces deux choses. Ça va être concrètement combien de personnes vous pouvez recenser autour de vous qui pourraient vous prêter de l'aide pour vous aider à faire face à un événement, et puis un deuxième personne qui sont là, mais quand vous les appelez, vous êtes satisfait de ce qu'ils vous apportent ou pas? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la satisfaction à l'égard du support social. Et donc ce que ces travaux ont indiqué, c'est qu'en fait, face à des stresseurs chroniques, des patients qui ont un sentiment d'auto-efficacité qui est élevé, enfin, qui va dire dans la norme. Des personnes qui ont une bonne estime d'eux-mêmes et qui estiment que leur environnement social leur apporte un soutien qui est efficace, ces personnes-là présentent un niveau de dépression qui est plus faible que les personnes qui ont un profil inverse. Donc ça vient indiquer que avoir une maladie chronique, je ne vais pas dire que c'est mieux que de ne pas avoir une maladie chronique, mais ça vient simplement indiquer qu'avoir une maladie chronique, ce n'est pas une fatalité. On a toujours les moyens de la gérer, d'y réagir, de prendre des décisions par rapport à cette maladie. Comment on adapte notre environnement, comment on adapte notre style de vie, comment on adapte nos projets par rapport à cette maladie. Et toute cette réflexion, ce travail d'adaptation, va être fonction de ces différentes ressources qui sont ici. Et lorsque ces ressources sont suffisamment fortes, eh bien, elles nous aident à mieux gérer ces stresseurs et à réduire les complications psychopathologiques associées.